Allez les graphes, on est reparti pour une semaine. Encore une semaine de passée, même si celle-ci était un petit peu plus courte, en tout cas pas pour les US, mais pour l'Europe, pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe pas grand-chose de neuf. En gros, il se passe qu'on s'était déjà dit ces différentes semaines, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, le marché, il va avoir valorisé un petit peu tout ce qu'on s'est dit en termes de baisse des taux. Et puis petit à petit, on voit que ces baisses de taux, eh ben, elles sont remises à plus tard, elles sont réduites, et ainsi de suite. Et on n'a que ça, si vous voulez. On a une bataille entre les flux, et tant qu'il y a de l'argent, si vous voulez, tous les supports sont achetés, et la bataille petit à petit où se dire, OK, on commence à avoir valorisé quand même le meilleur des mondes. Et à partir de ce moment-là, se dire que tout peut être prétexte à des prises de profit. Des prises de profit qui peuvent en effet arriver d'une manière assez violente, on l'a vu hier, et il suffit de pas grand-chose, et en tout cas, on va se dire souvent, je pense, ces prochaines semaines, on va se dire souvent que, bon, bah, en même temps, on le sait, mais le marché va réagir. Et pour autant, vous le voyez, dès qu'on arrive sur des nouveaux niveaux de support, ils sont achetés de manière assez réactive. C'est ça que je veux voir, c'est ça dont je veux parler pour pouvoir derrière parler de la fatigue des acheteurs, parce qu'il ne faut pas croire que le marché se retournera comme une crêpe, sauf s'il y a l'Iran évidemment qui fout une bombe sur Israël, etc., ce genre de choses-là, bien entendu, mais si on reste dans les éléments que l'on a sur la table, on est sur cet aspect-là où, à un moment donné, les vendeurs attaquent, vont chercher les supports et les acheteurs ont toujours du flux pour pouvoir y réagir. Et donc, c'est une partie de ping-pong qui est en train de se mettre en place. Cette partie de ping-pong nous permet déjà depuis un mois, quand on regarde le Nasdaq, de ne pas faire grand-chose et de faire de la concaténation, de la congestion, comme j'aime le dire. Cette congestion, on la retrouve sur l'obligataire déjà depuis de longs mois, depuis le début de l'année, à l'intérieur d'un biseau descendant. J'ai un petit peu refait ma figure parce que pour moi, l'idée reste la même, c'est qu'on a fait le mouvement justement d'anticipation de pivot sur les taux sur la fin d'année 2023, et l'obligataire, lui, depuis, en fait, il valorise bien, si vous voulez, le fait que cette baisse des taux qu'on avait anticipée, elle est remise à plus tard, continuellement, à chaque fois, parce que l'inflation baisse, certes, mais elle fait un petit rebond technique, donc ça veut dire que ça nous repousse à plus tard. On n'oublie pas qu'on a les élections américaines qui arrivent, donc en effet, politiquement, il faut éviter, à un moment donné, on a le pétrole qui remonte, etc. Mais à un moment donné, pour faire plaisir aux consommateurs, il faudra éviter que le pétrole remonte trop fort non plus. Donc, il va falloir continuer de vider les réserves stratégiques et de faire copain-copain avec le Venezuela. Et au-delà de cela, si vous voulez, peut-être qu'on fera une ou deux baisses des taux, peut-être une en juin, peut-être une autre en septembre, juste avant les élections, histoire de. Mais c'est ça la problématique, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a vu hier, on peut se demander, lorsqu'on regarde les stats du chômage aussi de cette semaine, on peut se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de baisse des taux? Et c'est là où on en revient toujours à, quand on regarde les stats du chômage, on regarde un truc qui lag. Donc on regarde des stats qui sont arriérés. Okay, ce qu'il faut se dire, c'est que les taux actuellement, avec une inflation qui a baissé et qui est à 2,5-3%, voire moins, parce que si vous enlevez les loyers immobiliers et les services qui sont les trucs qui nous font bloquer, si vous regardez un petit peu tout le reste, même s'il y a un petit peu une inflation au niveau du pétrole, etc., si on regarde tout le reste, ça a quand même bien baissé. Et donc ce que l'on a aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a eu des hausses de salaire qui maintenant sont réduites, qui ont permis de compenser un petit peu et de redonner du pouvoir d'achat, et donc de permettre aux consommateurs de continuer de consommer, mais petit à petit, il va commencer à tirer la langue. Pour autant, ce qui pour moi est le plus important à ce stade-là, c'est que l'on voit qu'on est dans une phase d'observation. Il va falloir, comme je vous dis, l'économie c'est un paquebot, ça met longtemps à se dériver, et donc avant que l'on se dise, ou que le marché se dise que cette fois-ci c'est trop, la Fed est en train de faire une erreur parce qu'elle aura maintenu ses taux trop élevés, ou en tout cas positifs par rapport à l'inflation pendant trop longtemps, que ça a fini par dégrader l'économie. Sauf que quand les statistiques qui nous le prouveront sortiront,
ça sera déjà trop tard quelque part, si vous voulez. Avant que les taux commencent à impacter l'économie, il vous faut 6 mois, 9 mois. Et cette période d'observation et d'attente, avant de pouvoir se décider, pour moi, le marché action est à peine en train d'y rentrer dedans, alors que le marché obligataire y est dedans depuis le début de l'année. C'est ça qui est important. Et pour moi, le marché obligataire, si vous voulez, a toujours un petit temps d'avance par rapport au marché action. Parce que le marché action, je pense qu'il y a énormément de compensation par rapport au flux qui rentre également, parce que il y a toujours beaucoup d'argent sur le marché. Et tant qu'on ne va pas réduire un petit peu la liquidité, à se faire un petit peu peur avec du ralentissement économique et devoir serrer la ceinture, on ne saura pas vraiment, il y a suffisamment d'argent pour un petit peu jouer tout. Donc on ne saura pas vraiment quels sont les vrais gagnants. Mais au-delà de cela, pour moi, c'est ça que l'on regarde au niveau des taux. C'est est-ce qu'on va sortir par le haut et donc les taux vont baisser et on va jouer en effet que l'inflation est vaincue, en tout cas pour cette étape-là, ou est-ce qu'on casse ici par le bas, notamment non seulement mon oblique, mais cette zone des 92, et là on rejoue à se jouer de l'inflation, une inflation qui tiendrait, etc., et la peur que la Fed non seulement ne baisse pas les taux, mais doive les remonter. Bon, c'est pas mon scénario, honnêtement. Je pense pas en plus qu'ils ont la possibilité de les remonter parce que ça nous mettrait tout de suite dans une crise de la dette. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'erreur éventuelle que fait la Fed actuellement, c'est d'attendre un petit peu trop avant de baisser ses taux. Et on va commencer à avoir du ralentissement, mais quelque part, ça sera trop tard. Quand on commencera à voir les stats et à se dire oui, il y a du ralentissement et la Fed va pouvoir baisser ses taux, je pense qu'on aura attendu un petit peu trop. Mais en même temps, si vous voulez, s'ils ne veulent pas non plus eux-mêmes relancer l'inflation juste avant les élections, ils ne peuvent pas se permettre de baisser les taux alors que l'économie va encore très bien et si elle continue d'aller très bien, bref, ils sont piégés. Ils sont piégés et on est juste avant les élections et on ne peut pas vraiment faire de mouvement. Donc en fait, on fait du statu quo. C'est ce qu'on fait de mieux en règle générale, c'est de ne rien faire. Donc on n'a pas de décision. Et c'est ça pour moi qui est important de bien comprendre, c'est qu'en gros, là, moi, je me répète, j'ai pas grand-chose d'éléments nouveaux, si vous voulez, c'est juste une question de qu'est-ce que le marché est en train de réaliser. Et le marché, il est en train de réaliser, si vous voulez, que même en effet, si les taux baissent, ils ne baisseront pas tant que ça. Donc on restera quand même dans un monde de taux plus élevés que ce qu'on a connu ces 10 dernières années. Si l'inflation baisse, elle ne baissera pas tant que ça au niveau qu'on a connu de zéro inflation, voire avec des taux réels négatifs qu'on pouvait avoir ces 10 dernières années. Et donc on rentre dans un monde, si vous voulez, où on ne peut pas dire que les taux sont élevés, comme je l'ai dit, les taux sont sains, sont à des niveaux sains pour permettre que le capital s'alloue de manière un petit peu meilleure que ces 10 dernières années. Mais ça reste quand même un monde, si vous voulez, où ces 10 dernières années, j'ai publicité justement des taux réels négatifs et le fait que je partais à l'infini vers ça, et donc je pouvais valoriser à l'infini mes valeurs de croissance, potentiellement que là, petit à petit, ce que l'on a, c'est un marché qui est en train de se dire, et si la prochaine décennie, c'était un monde justement où je dois avoir un petit peu plus d'actifs tangibles dans mes poches, un peu plus de value, un peu plus de valeur cyclique, parce que je suis en train de jouer un bas de cycle, éventuellement je vais avoir une guerre des monnaies qui va faire que justement j'ai l'or et l'argent pour moi qui montent, pas pour me protéger contre l'inflation, non, c'est pour me protéger de la dévaluation des monnaies. Et donc je suis obligé d'investir. Peu importe où j'investis, même si j'investis dans le Bitcoin, globalement, le but c'est quoi? C'est surtout de ne pas avoir de cash et de me protéger un petit peu des monnaies. Alors ça peut vous paraître un petit peu archaïque, alors que vous pouvez obtenir du 4 ou 5% actuellement et que vous vous dites 4 ou 5% par rapport aux 10 dernières années, sans prendre de risques, c'est le meilleur des mondes possibles. Mais c'est là justement où il faut se projeter un petit peu plus et se dire que peut-être on a cette rotation qui est en train de se faire. Alors pour moi, c'est un premier mouvement à ce stade-là. On ne peut pas encore parler de vrai retournement. Mais pour l'instant, le marché, il a suffisamment d'argent pour jouer tous les scénarios. Et on l'a vu, donc, cette remontada sur les métaux. On avait déjà eu un préambule, alors ça me fait toujours marrer en quelque sorte. Il y a toujours beaucoup de gens qui vont vous expliquer que quand eux, ils n'ont pas vu un truc, personne ne l'a vu. Par contre, quand eux, ils n'ont pas vu un truc, si vous voulez, les explications viennent a posteriori. C'est toujours intéressant. Et quand eux, ils voient un truc, personne ne l'a vu non plus, donc ils ont été pionniers, etc. Mais cette histoire de métaux, si vous voulez, le rebond des métaux quelque part, c'est pas neuf. Hein. Bon, si vous écoutez, c'est vraiment pas neuf en plus, mais
On avait déjà eu un préambule en septembre, octobre, novembre de l'année dernière. Après, en fait, on a donc ce qu'il faut se dire, quand vous regardez les choses, je pars du principe que le marché, si vous voulez, il décide pas, pam, en un instant, ça y est, je décide de rejouer les values, etc. En règle générale, il vous fait un préambule. Il fait un préambule et ce préambule, c'est une espèce de rebond technique au prorata, etc., qui derrière fait pchit. Mais en règle générale, bon, ça permet de bien profiter, etc., mais ça fait pchit. Mais en fait, si vous voulez, c'est le préambule qui permet de construire la congestion qui, derrière, sur la cassure, permet de valider la contamination de moyen terme. Et le second mouvement qui est plus puissant, pourquoi? Parce qu'il a contaminé et que, au lieu d'avoir juste des pionniers, des mecs qui jouent les rebonds techniques, etc., et donc qui ne sont pas sûrs de leur position et qui vont les vendre pour prendre des profits, on récupère tous les mecs qui commencent à jouer les fondas, qui commencent à jouer le retournement de cycle, qui commencent à avoir une vista un peu plus moyen terme. Et donc là, on va chercher là, les niveaux maintenant pour ces mecs-là. Ensuite, on aura certainement une correction, une construction. Et cette construction, si on la casse par le haut, là, on chopera les mecs, on va dire, en retard, qui, en même temps, on a besoin de ces mecs en retard parce que c'est eux qui permettent de faire la fin de la tendance globalement. Attention, quand je dis fin des tendances, c'est des trucs qui peuvent durer longtemps, hein, mais la fin de la tendance, c'est eux qui vont amener le flux qui va permettre les exponentiels, et qui va permettre donc de contaminer une tendance long terme. Donc il faut bien penser, si vous voulez, que les choses ne se font jamais du jour au lendemain. Vous avez toujours une étape préambule, mais en règle générale, elle est éphémère, elle ne tient pas. Puis derrière, on va contaminer du moyen terme, et enfin, on contamine le long terme, et on commence à mettre les exponentiels. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui sont à leur plus haut, les GAFAM, l'IA, tout ce que vous voulez, sont passées par ces phases de contamination également. Et là, ce que l'on connaît déjà depuis quelques mois, si vous voulez, c'est les phases les plus lucratives, mais parce que ce sont les dernières phases, si vous voulez, où vous avez tout le monde qui rentre, les derniers entrants qui sont aussi les plus massifs. Et en gros, vous n'avez pas de contrepartie vendeuse à côté, parce qu'ils sont déjà fait tous rincer, il n'y a personne en face. Et donc c'est là, si vous voulez, où vous avez finalement les gros gains qui se font. Et c'est là, en règle générale, où tout le monde va vous dire que c'est survalué, etc. Mais non, c'est un excès du marché, oui, mais c'est un excès parce que c'est un excès de flux. Et de la même manière, quand le marché panique, si vous voulez, il ne panique pas du jour au lendemain, sauf météorites qui vous tombent ou Covid, etc. Mais vous avez une dégradation d'abord qui est faite, une dégradation court terme, puis une dégradation moyen terme, et enfin vous contaminez la dégradation de long terme. Tout le monde panique, tout le monde est certain que ça va à la cave, etc. Ça peut créer des opportunités pour les plus fondamentalistes et long terme d'entre vous, mais l'idée première, c'est que vous êtes en train de rentrer dans une capitulation parce que plus personne n'en veut. Et donc vous n'avez plus d'acheteurs, et donc les vendeurs creusent le carnet d'ordre, et c'est là où vous avez les paniques qui se font. Ce qui crée des opportunités de par les excès, de la même manière. Donc c'est ça qu'il faut bien réfléchir, si vous voulez, c'est les étapes. Donc là, c'est de la même manière quand je vous parle des taux, si vous voulez, vous avez une première étape. Ici, on est en train de construire. Ce qui va sortir d'ici, c'est la deuxième étape. Mais derrière, cette deuxième étape ne vous permet pas de vous dire, même si on en sort par le haut et donc les taux continuent de baisser, ne nous permettra pas de dire qu'on est dans un monde qui revient au taux réel négatif. On est toujours dans une tendance baissière de fond sur les obligataires, donc une tendance haussière sur les taux. Je parle des taux longs, hein. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, vous aurez besoin d'une nouvelle concaténation, construction, cassure par le haut pour se dire « Ah oui, là, cette fois-ci, on est en train de repartir sur justement une baisse des taux qui nous fait revenir dans le monde d'avant, ce qui nous fera revenir aussi sur le fait qu'on est dans une japonisation. » C'est-à-dire, en gros, on va continuer d'évaluer comme à la TOC, on va continuer d'avoir des taux bas négatifs pour pouvoir financer les endettements, financer les investissements. Et à partir de ce moment-là, et donc le nerf de la guerre, pour moi, ça va continuer d'être les monnaies. Donc, que ce soit éventuellement les Chinois qui dévaluent, ça va se jouer là. Ça va se jouer là, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez, le dollar avait fait une petite attaque ici. Là, on est en train de se remettre en embuscade pour breaker par le haut. Bon, autant vous dire que plus on repart ici par le haut, plus pour moi, on joue non seulement toujours la rotation, le bas du cycle, les cycliques, etc., value et compagnie,
mais également un petit peu de rotation au niveau des pays et donc l'Europe, les émergents. Eh beh, on verra si ça va de pair également et que ça aide. Si vous avez la cassure ici par le haut, ça aidera un petit peu, tous les émergents. Donc c'est ce qu'on regarde. Pour l'instant, c'est pas fait, mais là aussi, c'est des congestions qui prennent beaucoup de temps et on arrive au bout petit à petit. Et alors le pétrole également, je vous avais dit voilà, aux alentours des 80 $ au niveau de ce break-là, ça inquiète pas grand monde. Là, ça y est, ça commence un petit peu à titurer et cetera. Je pars du principe que c'est qu'à partir du dépassement des 100 $ qu'on va commencer à entendre que, ah oui, quand même, ça impacte le pouvoir d'achat, ça impacte donc le ralentissement économique et cetera. Donc ça fera un petit peu plus peur, au-delà de juste, la remontée de l'inflation. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Je pense que ça peut aller à 95 $ évidemment si l'Iran, le truc, le machin, ça pètera plus haut. Pour l'instant, on continue de jouer le retournement. C'est acté, on voit toutes les valeurs énergie, qui en profitent. Donc on est très métaux, énergie, ça c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne très bien actuellement. Et donc pour cette partie d'évaluation, parce que pour moi c'est ça qu'on joue clairement, c'est les dévaluations en cours, passé et à venir, ben, on a l'or qui continue son cheminement en exponentiel. Donc là, j'ai rien de plus à dire. On voit qu'on fait un petit support intermédiaire sur ce niveau-là. Bref, on est en train d'exploser. L'argent est en train de suivre. Pour moi, c'est toujours. Enfin, je préfère toujours l'argent parce que j'y vois un potentiel supérieur par rapport à l'or. Parce que historiquement, il est en retard. Et je pense que là, on voit qu'on a le break qui s'est effectué. On est en train de pousser. Je pense qu'il y a encore du gras hein, sur la zone pour essayer d'aller chercher la zone des 30 $. Il peut y avoir des consos intermédiaires, mais en gros, maintenant, au niveau des minières, pour moi, toute consolidation, c'est un point d'achat et on essaye de jouer au tournement. Donc j'ai pris quelques profits pour moi cette semaine sur pas mal de minières pour acter un certain nombre de profits parce que c'est aussi des valeurs qui peuvent être volatiles. Pour essayer de jouer, j'en ai gardé quelques-unes, mais pour essayer de jouer une consolidation la semaine prochaine, essayer de me repositionner. On verra ce genre de trading, etc. aussi, où on essaye de mettre du timing, bah, des fois on se plante et il y a tout qui continue sans nous. Mais c'est le jeu. Sinon, voilà, on peut tout à fait rester en place. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a commencé à avoir un petit peu de grabuge sur les indices, le CAC 40 également, où on voit, bon, de toute manière, ça fait une petite semaine qu'on gravite ici dans cette congestion-là. On a fini par en sortir par le bas. Premier support qu'on trouve, on l'achète. Éventuellement, on viendra rebondir sur la moyenne mobile 20 qui est jumelée à l'ancien niveau support qui devient dorénavant résistance avec les 8130. Bref, il ne faut pas dire. En gros, on casse un petit peu la dynamique acheteur, si vous voulez, mais pour moi, on ne peut pas dire qu'on est vendeur non plus. S'il faudrait ce genre de scénario-là pour commencer à se dire que oui, on commence à construire une figure plus large. Moi, c'est ce que j'attends. J'attends qu'on construise une figure plus large. Donc, la seule chose que l'on peut dire, si vous voulez, c'est du zigzag. C'est ce que j'appelle le crabe. Éventuellement, un peu plus de trading. L'investisseur de long terme, a priori, il subit le zigzag globalement et il va aller un coup oui, un coup non. Mais voilà, je vois pas de péril dans la demeure. Pour moi, si on doit vraiment corriger, on ira chercher les 7007. Mais je pense que tous les supports sont achetés. On voit le premier support ici a été acheté, ça permet de faire le rebond. Est-ce que les acheteurs seront faibles et donc n'arriveront pas à dépasser le 8130? C'est ça que je veux voir avant de pouvoir me prononcer sur la suite. Puis en fait, après, ça fera un escalier globalement. À chaque fois qu'on cassera le précédent support par le bas, on ira chercher le suivant, on rebondira et ainsi de suite. Ce n'est que si vous avez un élément extérieur, comme je l'ai dit, assez inconnu, que vous pouvez percer. Mais pour moi, je pars du principe que si on doit percer et que le CAC 40 doit revenir sur la zone des 7009 jusqu'à 7007, c'est des points d'achat. Je pars du principe, si vous voulez, qu'il y a encore beaucoup d'argent, que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont loupé l'essentiel du rallye, qui sont rentrées un petit peu tardivement, donc ce qui pousse à devoir liquider un petit peu les dernières positions que l'on a prises, qui sont pas très loin des prix de revient, mais du coup, essentiellement, dès qu'il y a le moindre rebond, de revenir. Donc ça, voilà, ça je néglige pas non plus. Au niveau du Nasdaq, même chose, ça fait un mois qu'on fait trop grand chose et qu'on gravite un petit peu dans une espèce de range. Voilà, j'ai tracé cette oblique ici, on verra si elle est bonne. On voit que hier, on a joué à se faire peur avec l'histoire du membre de la Fed qui ne vote même pas
qui nous explique que peut-être qu'on ne baissera pas les taux du tout. Ouais, OK, mais en même temps, voilà, ça n'a pas empêché, même avec une stat aujourd'hui du chômage, qui est avec des chiffres bien meilleurs que prévu et donc a priori qui ne pousse pas à baisser les taux, de voir le marché reprendre la moitié de ce qu'il a perdu hier. Donc ça, voilà, c'est juste, si vous voulez, bien comprendre que pour l'instant, le marché il continue de jouer le fait qu'on va baisser les taux, et qu'on est dans une économie qui reste robuste et on continue de jouer le fait qu'on va les baisser 2 ou 3 fois dans l'année et après, bah, c'est le jeu, hein. Vous avez toujours un membre de la Fed qui viendra dire: «On les baissera pas», un autre qui est un peu plus dovish qui dira: «Mais si, on va les baisser» et cetera. On commence à voir les trucs tout si vous voulez, si le marché rentre dans une période actuellement où tout peut être prétexte pour prendre des profits, mais également tout peut être prétexte pour racheter. Donc pour moi, dès qu'on voit que c'est la seule chose dont on peut être certain, c'est qu'on retrouve de la volatilité, c'est tout. C'est ce dont on avait parlé, donc c'est exactement ce dont quoi on est. Mais comme je vous l'ai dit, il en faudra beaucoup plus avant de parler de retournement baissier. Et pour moi, je pars du principe que là, on continue de naviguer sur le support. J'aurais pas été contre qu'on vienne d'acheter 17 800, on le fait pas. Donc on voit, pour moi, j'ai un double support qui va être dans cette zone-là. Tant que le Nasdaq n'arrive pas à redéborder les 18 004, on ne peut pas parler de relance haussière et à ce moment-là, on viserait les 19 000. Mais sinon, voilà, c'est haussier, c'est une pause de neutralité à ce stade-là. Il n'y a rien de bien méchant. C'est juste que petit à petit, vous le voyez, on vient chercher les supports, on rebondit. On va chercher un autre support, on rebondit. Puis peut-être si on casse ce niveau-là, on viendra refermer le gap pour aller chercher les 17 500 et on rebondira sur ce niveau-là et on procédera par étapes comme ça. C'est un marché acheteur très fort, ça se retourne pas comme une crêpe et pendant un long moment, en règle générale, tous les supports sont achetés jusqu'à user les acheteurs. Et pour l'instant, voilà, c'est ce à quoi on est en train de jouer, mais les acheteurs sont-ils usés? C'est pas sûr. Là, il faudrait vraiment marquer une mèche haute, on verra à la clôture, mais il faudrait vraiment marquer une mèche haute assez rapidement, clôturer sous la moyenne mobile 20 pour rester dans une tendance, si vous voulez, où les vendeurs peuvent essayer d'appuyer la semaine prochaine en passant en dessous des 17 900, 17 008 pour essayer à ce moment-là de corriger vers les 17 500. Mais voilà, pour l'instant, c'est du scénario. Il y a autant de probabilités qu'on pète les 18 004 et qu'on parte pour les 19 000. À ce stade-là, je veux dire, on est au milieu du gué. Donc on est au milieu du gué, on est en attente. Et moi, tout ce que je sais globalement, c'est que si ça casse ici par le bas, on achètera les supports. Et si ça casse ici par le haut, ça va faire FOMO. Parce que tous les mecs, ils vont avoir peur à nouveau de louper le truc, le machin. Et c'est là justement où vous pouvez avoir des boosts pour des raisons X ou Y. Donc, on est dans ce marché qui est un petit peu en marché qui est on-off, hein, mais vous comprenez bien pourquoi on est dans ces éléments-là. Donc c'est un marché qui est volatile et qu'il faut suivre en fait parce que il peut évoluer assez rapidement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Pour moi, c'était ça qui était important. Si je fais un petit point également sur le Russell 2000, là aussi, on voit qu'on est en train de congestionner par rapport aux petites capes. Là, on a bloqué sur la résistance pour l'instant, on est revenu sur le support et vous voyez, on hésite. Donc, on est dans cette phase où on se cherche, ça casse par le haut, on repart pour un tour, ça casse pour le bas, on va revenir chercher le support intermédiaire, mais on va rester pour moi dans une zone qui a besoin de construire et où on va délimiter peut-être nos figures un petit peu plus larges. Donc, pour moi, vraiment, pour conclure, vraiment un marché qui rentre dans une période d'observation et qui se cherche un petit peu plus. Au niveau du cuivre, on l'a vu, il y a eu la cassure, le pullback ici, et là, vous avez la relance. Et de la même manière, on est en train d'arriver sur la zone de résistance. Si on commence ici à casser par le haut, moi, je commence vraiment à jouer le côté chinois. On voit juste avant les élections américaines également que les Américains refont un petit peu copain-copain. Voilà, on sait très bien qu'en coulisses, ça continue d'être la guerre froide, hein, bien entendu, mais voilà, il faut, chacun a besoin de chacun, peu importe ce que l'on dit, tout le monde a besoin de tout le monde et personne ne l'oublie si vous voulez, sauf quand évidemment
il faut trouver un coupable. Je vous dis à la seconde vidéo sur les actions. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme d'habitude, j'espère que ça vous aide, que ça vous plaît. Là, évidemment, j'ai évité de me répéter sur tout ce qu'on pouvait se dire. Je vous renvoie à la vidéo du week-end dernier, pour moi, qui est macro, qui est toujours valide, hein. Là, j'ai décidé de picorer sur d'autres éléments. Et voilà, comme je vous dis, on rentre dans une période au niveau macro un peu plus d'observation. On a un petit peu tout sur la table. Et maintenant, il faut que le marché a un petit peu tout joué. Et maintenant, je pense que le marché va trouver une espèce de juste milieu avant de jouer, de choisir vraiment ce qu'il a envie de jouer pour le long terme. Rotation par rotation, etc. Moi, j'ai un avis, mais il faut attendre que le marché, lui aussi, se décide. Excellent week-end une nouvelle fois, les graphes. À lundi sur graphcobourse.fr. N'hésitez pas, dans la description, à vous inscrire également à la newsletter pour ne pas louper mes positions, mon portefeuille et puis des chroniques que je publie en cours de journée également. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Salut!